Bonjour Violaine, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Bien, nous sommes de l'Académie Grifasi et nous sommes réunis aujourd'hui pour une session d'investigation, la numéro 191, et cette même session se déroule dans plusieurs pays, plusieurs binômes. Est-ce que tu connais le sujet? Pas encore. Bien, alors nous allons commencer. Je vais compter de 5 à 1 pour t'accompagner. Chaque chiffre est un palier qui te permet de descendre en profondeur. 5. Tu te détends. 4. Trois. De plus en plus détendu. 2. Et 1. Violaine, comment tu te sens? Très bien. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, connecte-toi avec les informations dans l'éther sur l'auto-guérison et attends ma prochaine consigne. 1, 2, 3. Quelle est la première chose que tu perçois ou visualises à propos de l'auto-guérison? Les premières informations que j'ai eues, ça a été que ça vient de soi-même. Et la deuxième, c'est un ressenti d'expansion, de bien-être. D'accord. Autre chose? Oui, elle est issue aussi des discussions que l'on peut avoir avec d'autres personnes qui pratiquent l'auto-guérison, dans le sens où ça nous mène à prendre conscience que c'est inné, que c'est en nous. Bien. Je poursuis. Oui, Quelles conditions subliminales perçois-tu à la base de tout processus d'auto-guérison? l'envie de se prendre en charge, l'envie d'exister par soi-même. C'est même plus qu'une envie, c'est notre condition initiale d'être. D'accord. Être ce que l'on est, en fait. Autre chose? Non. Alors, la quatrième question. Observe l'ADN éthérique par rapport à l'ADN physique au cours d'un processus d'auto-guérison. Alors je vois les brins d'ADN, j'en vois une partie haute, à peu près un tiers, qui est plus foncée, alors que la partie basse est très lumineuse, très dorée. Et il y a comme un mouvement ascendant de cette lumière dorée vers le haut, donc vers la partie plus foncée, comme pour rayonner justement, hem, pour rayonner cette lumière, cette fluidité. Parce que la partie basse, la partie dorée, c'est le courant normal de la vie, de l'essence de chaque être. Et il est normal qu'à un moment donné
ce courant aille rééquilibrer, remettre à l'origine, c'est plus qu'un rééquilibrage, remettre à l'origine ce qu'il était et qui ne l'est plus pour diverses raisons. D'accord. Autre chose? Ce brin d'ADN qui est à l'infini, il y a un moment donné comme une fleur qui s'épanouit lorsque la fluidité reprend son cours. Bien. Nous allons passer à la 5e question. Comment se passe la communication entre les différents corps énergétiques pendant la phase d'auto-guérison? Il y a comme il y a une interaction du fait qu'un élément déclencheur, vraisemblablement la décision de la personne ou impulsée par, la partie subliminale, j'ai pas encore l'info, mais il y a une interaction qui vient d'un élément déclencheur et c'est comme des dominos qui, les uns après les autres, se contactent. Alors là, ça ne tombe pas, il y a pas cette notion de domino qui tombe, mais il y a cette notion de: «J'ai l'information, je la transmets au suivant, qui la transmet au suivant» et cetera et cetera. Tu peux en dire plus? Je veux bien que tu répètes la question, s'il te plaît. Oui. Comment se passe la communication entre les différents corps énergétiques pendant la phase d'auto-guérison? C'est beau parce qu'il y a, comme un état, comme un sourire, c'est le mot qui me vient, qui se dégage de tous ces corps, comme si chacun faisait un sourire à l'autre et c'est très beau. C'est naturel même. Autre chose? Non, mais je vois quelque chose de vraiment très souriant, très beau. Bien. Amont 3. Observe ce qui arrive au corps mental dans chaque processus d'auto-guérison. 1, 2, 3. Dans un premier temps, il est observateur de ce qui se passe, un peu interloqué et à un moment donné, il lâche, il s'abandonne, il rentre en résonance en fait, avec ce qui communique déjà en amont de lui et dans le même temps, il y a une partie de lui qui a initié ce processus. Autre chose? Une précision, oui, il n'est pas juste observateur, il est tout en fait. C'est-à-dire qu'il a, si je devais m'exprimer comme ça, il a les 2 facettes. La facette un peu, carrée, moi je fais ce que je veux et puis l'autre facette, qui est
celle qui devrait dominer chez tout le monde, c'est-à-dire accompagner le processus d'évolution et nécessairement d'auto-guérison. Parce que je vois que dans le corps mental, ce processus d'auto-guérison devrait être actif en permanence, présent en permanence. D'accord. Alors la 7e question. Maintenant, à mon 3, observe ce qui arrive au corps émotionnel dans chaque processus d'auto-guérison. 1, 2, 3. Alors c'est du pur pétillement de bien-être. Le fait de revenir à un état naturel dans ses émotions. D'accord. C'est très lumineux, c'est pas une lumière exacerbée, c'est une lumière qui est pondérée, qui est posée, qui est juste. Et justement, c'est ce qui permet le pétillement du corps émotionnel, mais c'est un pétillement de bien-être, de joie, et ça génère des rayonnements du même style dans les autres corps. Bien. Tous les corps sont reliés, c'est vraiment de l'interreliance. Quand il y en a un qui va bien, les autres le ressentent. Alors toujours à mon 3, observe ce qui arrive au corps sexuel dans chaque processus d'auto-guérison. 1, 2, 3. Ça engendre une détente générale et plus une force nécessaire pour accompagner le processus d'auto-guérison et en même temps lui permettre de se poursuivre, de continuer, d'aller jusqu'au bout. Les 3 corps sont nécessaires Oui. et celui-ci impulse vraiment une dynamique qui est la base du maintien de ce processus d'auto-guérison. D'accord. Chacun a sa spécificité, chaque corps a sa spécificité, et celui-ci, en accord avec le corps mental, c'est la détermination, mais le corps sexuel est le support à tout cela. Parce qu'en fait, l'auto-guérison, c'est une création. Une création pour retrouver un état qui existait originellement et qui n'est plus, en totalité en tout cas. Je le vois vraiment comme la base d'une pyramide, en fait. C'est-à-dire que s'il n'est pas en état de fonctionner normalement, il va manquer quelque chose pour aboutir au processus d'auto-guérison et donc à la guérison, quelle qu'elle soit. Mmh. S'il manque un coin de la base de la pyramide, l'auto-guérison ne pourra pas être à 100%. Oui. La dernière question?
Que peut-il arriver à une personne interférée par des entités extraterrestres ou désincarnées lorsqu'elle commence à créer et à expérimenter la phase d'auto-guérison? Peut se produire plusieurs cas de figure en fonction de la maturité de sa conscience. Si sa conscience est suffisamment mature et déterminée, ça peut faire voler en éclats les interférences. Ça peut lui permettre de récupérer la totalité de ce qu'elle est. Ça demande une puissance initiale, je dirais, issue de la conscience. Et pour cela, il faut que l'ensemble des corps énergétiques soient en accord, qu'ils soient accordés. Et ça demande un corps physique sain, ou en tout cas majoritairement sain, avec une hygiène de vie, une alimentation adaptée, une compréhension de la vie au niveau du corps mental avec oui, des compréhensions. D'accord. Je veux bien que tu répètes ta question parce que Oui. j'ai une autre partie qui était venue qui m'a échappé. Que peut-il arriver à une personne interférée par des entités extraterrestres ou désincarnées lorsqu'elle commence à créer et à expérimenter la phase d'auto-guérison? L'autre partie, c'est que si la conscience n'est pas suffisamment mature, prête ou consciente, tout simplement, par exemple, si elle n'a pas conscience qu'elle est reliée à d'autres systèmes, par exemple un corps physique, des émotions, il est possible qu'elle n'aboutisse pas dans ce processus d'auto-guérison. Auquel cas, ça serait un combat et un combat bénéfique pour les interférences. Puisque en combattant, il y a épuisement et les interférences ont besoin de ça pour se nourrir. Je perçois quelque chose de plus ombragé et je ressens en même temps quelque chose de plus lourd dans ce deuxième cas de figure. Et toi, comment tu te sens? Moi, je me sens bien, c'est juste que je perçois dans quel état Oui, les personnes interférées avec une conscience moins mature pour le moment, je perçois la difficulté de l'exercice. oui. Autre chose? Non, Bien. Alors, on a fini la partie fixe et on va revenir un peu sur ce que tu as dit. Alors, la première question, c'est ce que tu percevais au tout début quand on parlait de l'auto-guérison. Tu as parlé d'expansion du bien-être, qu'une discussion avec d'autres pouvait déclencher ce processus, d'en prendre conscience. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? oui, il y a vraiment un calme, au-delà du calme, une paix intérieure, je dirais même une paix grandissante. Oui. Et le fait d'être calme à l'intérieur, rien que ça déjà, ça permet l'expansion de la lumière. C'est le fait d'être contracté
qui rétrécit les fluidités, qui rétrécit les tissus, qu'ils soient physiques ou énergétiques, qui empêche ce que j'ai vu tout à l'heure, par exemple, qui empêche cette lumière de contacter les autres parties, les cellules, les unes après les autres. Le fait d'être stressé, d'être en colère est contraire au processus d'auto-guérison. Oui. Et c'est là qu'il est vraiment important de se retrouver avec soi-même, de faire ce choix. Je vois que c'est pas forcément facile au début, mais quand on décide, c'est une vraie décision. C'est pas une décision à moitié ou à un tiers. Une vraie décision, on s'y tient. Et même si c'est difficile au début, à un moment donné, il y a un switch. C'est comme si, à ce moment-là, tu avais appuyé sur un interrupteur et la lumière apparaît. Et là, tous les processus internes, subtils ou physiques, se remettent en route. C'est une force qui existe naturellement et à qui il a été donné la possibilité de recirculer du fait de cette décision, de ce choix. Bien. Tu peux reposer ta question? Ou C'est, j'avais autre chose? c'était la première chose que tu perçois avec discuter avec les autres, prendre conscience. Ah oui, voilà, la deuxième chose qui est importante, c'est que de toute façon, le fait de discuter avec d'autres personnes, même si ça n'a pas d'impact immédiatement, il reste toujours un élément, une compréhension qui arrivera quand ce sera le moment. Il se peut que l'auto-guérison ait besoin de temps pour se mettre en route. Et ça, c'est en lien avec la conscience qui a besoin d'expérimenter, de choisir certaines choses. Et lorsqu'il y a des interférences, par exemple, des filtres par des mémoires ou autres, ça peut retarder ce que j'avais appelé précédemment, ce switch qui permet à ce que tout recircule avec fluidité et que là, le processus d'auto-guérison se mette en route pour aboutir. Bien. On va reparler des brins d'ADN. J'avais dit un tiers est la partie haute est foncée et le reste est en bas est lumineux et doré. Oui, Est-ce que c'est valable pour toutes les personnes ou c'était un cas particulier? alors non, c'est pas valable pour toutes les personnes. Il y en a où c'est davantage ombragé. Il y en a pour lesquels c'est énormément ombragé, mais il y a toujours au moins un point de lumière. Au moins un point de lumière doré et celui-ci suffit à un moment donné pour inverser la tendance, soit partiellement, soit totalement. Et Est-ce qu'il y en cela a, est dû uniquement à la prise de conscience. est-ce qu'il y en a où c'est totalement doré? Oui. Beaucoup? Ah, c'est pas mal quand même. Bien.
J'ai un chiffre qui me vient. Ah oui? Lequel? Et pour le mental, c'est pas cohérent, donc je le laisse de côté. C'est 80. D'accord. Et je trouve ce chiffre très beau, ouais, 80. Alors, je sais pas si c'est des pourcentages ou des Ou personnes. 80 personnes, oui. Voilà, mais ouais, c'est rigolo. C'est comme si j'étais en contact avec ces 80-là. Oui. Et qu'est-ce que tu ressens justement? Je te vois sourire. Ah, je me sens, mais alors complètement lumineuse. Mm. C'est magnifique, hein, c'est rayonnant, quoi. C'est rayonnant. Je vais même plus loin, c'est la demeure de chacun. Oui. Tu as parlé aussi d'une fleur qui s'épanouit quand, tout est fluide. Tu peux en parler un peu plus? Ah oui, en fait, c'est un mouvement de respiration qui se produit. C'est comme si dans ce tiers un peu plus ombragé, ça manquait de mouvement, de vie, comme si c'était un peu stagnant. Et le fait que cette lumière dorée regagne sa place progressivement, ça génère un mouvement de respiration. Mmh. Et c'est ce mouvement-là que j'ai vu. D'accord. Ce mouvement laisse la place à cette lumière dorée pour avancer. J'a- J'aspire, j'expire, j'aspire, j'expire. C'est vraiment j'aspire, j'expire. C'est très doux en fait. Mmh. Et en même temps très respectueux. C'est vraiment très beau. Bien. Ensuite, on a parlé de la communication entre les différents corps et chaque corps qui a son rôle. Alors, on a commencé par le corps mental qui avait 2 facettes, une, j'observe et l'autre, je suis, celui qui impulse. Est-ce que tu vois autre chose? En fait, il y a plusieurs facettes dans le mental. Oui, Elles sont toutes en communication les unes avec les autres. C'est juste que par moment, lorsque la porte est fermée, certaines n'arrivent pas à communiquer avec d'autres facettes du mental. et comment on ouvre ces portes? La maturité ouvre les portes progressivement durant cette vie-là ou pour d'autres, durant plusieurs vies. Oui, C'est toujours un mouvement ascendant, quelles que soient les difficultés de la vie traversée ou des vies passées. L'objectif est toujours, toujours, toujours ce mouvement ascendant pour se retrouver soi, c'est-à-dire pour être en accord avec notre conscience intérieure, ce qu'on appelle l'âme en fait. d'accord. Sur le corps émotionnel, tu avais parlé de pétillance, de luminosité. Est-ce que tu est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent? En fait, ça, à terme, ça sera la même chose pour tous les corps, D'accord. parce qu'il n'y en a pas un plus dominant que l'autre. Chacun a son fonctionnement, mais n'est pas séparé des autres. Et à un moment donné, c'est comme s'il y avait même une fusion de l'ensemble de ces énergies. Et ce qui me vient, c'est que c'est ce qui génère ce qu'on appelle les miracles. D'accord. C'est très apaisant.
Et ensuite, on a parlé du corps sexuel. Lui, c'était surtout sa détermination, qu'il était support. En fait, il est, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est vraiment le socle, il est la puissance qui impulse à sa façon, parce que les autres aussi. Mais dans ce que nous sommes là, dans cette vie-là, dans cette incarnation, il se diffuse partout, partout, pas que dans le corps physique. Alors moi là, je le sens descendre dans mes pieds avec une puissance, une force, c'est énorme, mais c'est pas que dans le corps physique. Il est vraiment cette force d'impulsion. Un corps sexuel fragile, c'est plus compliqué d'arriver à une harmonisation de l'ensemble des énergies. Mmh. Et donc du coup, c'est au quotidien plus de difficultés. Mais c'est amusant parce que ce corps sexuel, en fait, il pétille lui aussi, différemment du corps émotionnel, mais c'est des pétillements, c'est c'est surprenant, hein. C'est pas du tout le même pétillement, mais ça en est un également. D'accord. C'est chaque cellule dans le corps physique qui est, qui reçoit ce pétillement et du coup la vibration génère un mouvement et c'est ce mouvement qui remonte en fait, alors qui remonte, c'est pas tout à fait le bon terme, mais qui c'est ce mouvement qui s'expanse dans la totalité des corps. Alors ça existe pour les autres corps, hein, à l'inverse, Oui. mais là, il y a quelque chose de il y a une puissance, je dirais presque que c'est une puissance physique sans l'être et là, je la ressens et je perçois même que dans la façon dont je te dis les choses, je Oui. ressens cette puissance, cette force Bien. et ça, c'est accessible à tout le monde, selon la maturité de la conscience. Mais en fait, c'est accessible à tout le monde. D'accord. Je voudrais juste revenir sur la pyramide. Les coins de la base, c'est, chaque corps qu'on a mental, sexuel et émotionnel ou c'est, uniquement le corps sexuel avec différents voilà. Alors, c'est à la fois la base et à la fois le tout. C'est effectivement un symbole, mais la base de la pyramide n'est pas dissociée du reste. L'un n'existe pas sans l'autre, pour cette incarnation, c'est-à-dire avec un corps physique. C'est différent, lorsqu'on n'est plus incarné? En fait, c'est comme si cette pyramide n'avait plus la forme de pyramide, mais c'est D'accord. un point un point de lumière parce que cette pyramide, je la vois dorée, en fait. Dans son essence, elle est dorée et c'est un point, mais le point n'est on l'imagine, comme un point, mais ce point englobe tout, en fait, comme la pyramide englobe tout.
C'est comme si à un moment donné, la pyramide pouvait s'aplatir, se condenser et former le point une fois qu'on a fait le passage vers cet autre côté. D'accord. Mais ça vit toujours. Il y a toujours la grandeur de la vie. Bien. On va revenir sur la dernière question. C'était s'il y a une interférence, comment ça se passe? Donc le premier cas, la conscience est très forte et ça vole en éclats. Voilà, c'est l'auto-guérison. Et la deuxième partie, celle où on va parler un petit peu, quand la conscience n'est pas suffisamment forte, que ça aboutit pas. As-tu autre chose à rajouter? En fait, le fait d'être interféré, c'est une façon de faire mûrir la conscience. C'est pas un passage obligatoire, mais l'évolution passe par là. Tout à l'heure, je disais que le fait de discuter avec des gens, ça permettait de prendre conscience. Oui. Mais le fait d'avoir des interférences sont également des êtres et c'est une façon de prendre conscience aussi. D'accord. Et si on regarde cette vidéo, est-ce que on prend conscience du coup des choses, de connaissances? Oui, Quel effet, clairement, oui. quel effet ça fait? Oui, oui, on prend conscience. Après, on prend conscience, oui, sur différents aspects, heu, mental, avec, notre conscience, partie subliminale et en même temps, tout peut être instantané pour certains et tout peut prendre un peu plus de temps pour d'autres. C'est différent, c'est vraiment au cas par cas. Je prends un exemple, par exemple, une personne qui a été interférée, qui voit la vidéo, qu'elle est interférée, qui se dit: «Non, plus jamais», qui fait le nécessaire. Le travail est fait, Oui, les interférences n'existent plus, mais à un moment donné, comme la conscience, qu'on appelle l'âme, n'était pas suffisamment mature, il peut y avoir, de nouveau un plongeon et la personne se fait réinterférer. Mais c'est pas grave, ça fait partie justement de ce cheminement et ça renforce la conscience. Si la conscience voit la deuxième vidéo, ça sera peut-être la dernière fois qu'elle aura besoin de voir une vidéo où elle est interférée. oui. Ou alors, elle aura peut-être besoin de voir une troisième vidéo. Mmh. C'est vraiment une question de maturité de la conscience. Et de toute façon, à partir du moment où on décide, peu importe les le nombre de fois où on se fait interférer, mais à partir du moment où il y a une vraie décision, à un moment donné, la conscience, elle se fait plus réinterférer. D'accord. Après, s'il y a un événement dans la vie physique, je sais pas, un accident par exemple qui fait que tout d'un coup la personne est en arrêt sur image et que là une interférence en profite, c'est pas grave. Elle a la connaissance du fait qu'on peut en sortir Oui, et elle fait le nécessaire ou elle rencontre les personnes qui vont bien pour l'accompagner. bien. Il y a rien de grave dans tout ça. C'est neutre en fait. Enfin, ça devrait être neutre. Un dernier mot? L'auto-guérison, c'est aussi être désinterféré et c'est comprendre le processus. Bien.
Alors, on va revenir. Violaine, déconnecte de tout et de tous. Parfaitement déconnecté. À mon 1, tu reviens dans ton espace et tu augmentes les fréquences à une fréquence qui est bonne pour toi pour continuer cette belle journée. À mon 2, tu reviens à ton corps physique dans chaque cellule. Chaque battement de cœur te fait revenir à toi. Tu peux commencer à bouger. Et quand tu es prête, à 3, tu peux ouvrir les yeux. Quel sujet Oui, magnifique. Ouais. je vais couper l'enregistrement. Alors, au revoir tout le monde et merci Laurence. Merci à toi et au revoir à tous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No,
Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.